Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cinquième entraînement. Entraînement privé. Donc deux professeurs et nous. Voilà, nous deux. Cours sur les bases, j'ai cours sur la base de la base, cours sur ce qui n'est pas du tout enseigné dans les arts martiaux que l'on trouve en Europe et encore moins dans les sports de combat. Donc est-ce que c'est accessible à l'enseignement, par exemple en France? Lorsqu'on parle de structure, lorsqu'on parle de déséquilibre, de stabilité mobile, on est dans l'art martial traditionnel, japonais, j'ai rarement entendu ces termes-là d'ailleurs. Je dis stabilité mobile pour reprendre le terme de Roland Maroto, qui lui, on a fait son cheval de bataille, il a tout à fait raison. Nous, on parle plutôt d'équilibre dynamique. Si je le traduis en français, ça donne l'équilibre dynamique. Alors j'ai encore demandé les impressions à Marc, parce que moi je connaissais un petit peu les sensei, je savais pas qu'on pouvait avoir des cours particuliers. On va dire, je pense qu'au Japon, les gens font ce qu'on leur demande de faire. Donc si on a eu droit à des cours particuliers, c'est que ça vient d'en haut et on nous enseigne vraiment des choses qu'on ne trouve pas. On va dire que c'est la différence entre une manufacture de chaussures, par exemple, hein, ça pourrait être n'importe quoi, une manufacture de chaussures où on vous apprend à faire des chaussures à votre pied, mesurer le pied, choisir le cuir, le tester, et puis aller chercher une paire de pompes dans un supermarché, des chaussures qui viennent de Chine. Voilà. C'est les chaussures qui viennent de Chine, supermarché, on va dire c'est ce qu'on trouve en France. Les chaussures de luxe Made in Japan, c'est ce qu'on trouve dans l'enseignement accessible à tous. Et la manufacture avec le maître qui vous enseigne ça, qui a appris de son père, qui a appris de son père, qui a appris de son père, qui voyait son grand-père faire ça quand il avait 5 ans, son père et son grand-père faire ça, c'est autre chose comme enseignement. C'est enseignement traditionnel. Hein. Ouais, on a eu accès à ça et on est très privilégié. Ça veut dire de rajouter. J'ai fait exprès. Ça va être très dur de rajouter. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Donc qu'est-ce que j'en pense? Effectivement, je pense que c'est vraiment le vrai travail des arts martiaux, c'est-à-dire travailler sur des principes, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont codifiées, c'est-à-dire qu'on nous livre quelque chose en bloc parce qu'on n'arrivera pas à le faire fonctionner. Là, on nous donne la clé. On nous donne la clé pour faire démarrer le moteur. Et le plan du moteur. Voilà, et le plan du moteur. Donc, on a une chance extrême d'avoir accès à ça, des cours particuliers, hein, c'est le cas de le dire, avec les plus proches d'Atsumi. Et c'est une chance formidable. Après, bon, vous avez un petit peu tout dit, donc je peux difficilement rajouter plus, mais oui, c'est exceptionnel, quoi. Donc là, on va découvrir d'autres sensei, des gens pédagogues extraordinaires, avec qui on a travaillé. Là, on a eu 2 sensei, des gens qui ont plus de 30 ans d'enseignement, hein, et qui marchent avec Maître Atsumi depuis... pour un, une quarantaine d'années, et l'autre, il m'a dit que c'était 35 ans à peu près. Donc c'est quelque chose, hein. Ce sont des anciens élèves qu'on ne voit pas dans les grands dojos. Enfin, pas les anciens élèves, les anciens élèves de Soke que l'on voit pas dans les grands dojos, mais voilà, qui sont désignés pour enseigner à quelques personnes triées sur le volet. Donc est-ce que je vais pouvoir enseigner ça en France? Je suppose. Est-ce que je vais pouvoir l'enseigner à des élèves qui débutent comme ça, qui veulent la base? Je pense aussi, puisque c'est la base. Est-ce que je vais pouvoir enseigner ça dans des stages? Bien sûr, tout à fait. Et on est dans ils appellent ça le sneaky, le petit détail, très fin, très subtil. Voilà, on va dans le subtil. Alors c'est vrai, comme disait Marc, on a l'impression d'être des éléphants dans un magasin de porcelaine, mais voilà, comment dirais-je, on nous montre l'épée de viking à 2 mains, le lancer de hache à 2 mains, les Normands, des choses comme ça. On fait passer les Occidentaux pour des bœufs à peau de bête qui mangent de la viande crue, alors que même la vérité historique nous prouve le contraire. Les Vikings ont été des marchands et pas forcément des guerriers. C'était pas des violeurs, etc. Ça, c'est ce qui avait été reporté par des moines
Parce il y a peut-être des Vikings une fois qui sont venus piller un monastère. Voilà, donc ça y est, c'est parti pour ça. Ils ont tous des casques à cornes, et puis ils pillent tous les monastères, ils violent, ils tuent. Ça, c'est totalement faux. C'est des gens, ils venaient faire du commerce. Voilà, donc quand on veut faire du commerce, on ne brûle pas, on ne pille pas. Voilà, donc il y a beaucoup d'exagérations, retransmis après sur les tableaux pompiers, on va dire 1800, 1900, enfin voilà, tout ce qui est faux. Hein, les premiers tableaux qu'on a eus sur les versions historiques se rendant à César est complètement en contexte historique aberrant. On ne rentre pas dans un camp romain avec César mais son armure, quoi. Donc aberrant. Ensuite, gladiateur avec le pouce comme ça, etc. C'est pareil, c'est faux. Hein, on va dire les acteurs sont pas équipés comme il faut. La paire, je ne suis même pas sûr qu'elle est bonne. Voilà, donc c'est vraiment, c'est du faux. Et on s'est basé là-dessus pour illustrer les livres d'histoire. Hein, voilà. Et là, pour les arts martiaux japonais, comme je vous ai parlé la dernière fois, c'est Kurosawa. C'est ce que l'extrême droite japonaise a voulu nous montrer. Je dirais bien l'extrême droite japonaise revancharde, qui ne pouvait pas renier Hirohito, puisque c'était lui le chef de guerre, en même temps que le représentant de la déesse Amaterasu. Donc, voilà, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais donc les Japonais ont perdu la guerre, et donc ils ont pondu des films de samouraïs basés sur la Hagakure et le Bushido, encore une fois, qui sont des œuvres fictives, inventées complètement, quoi. C'est un petit peu comme les mangas dessins animés Trois Mousquetaires qu'on peut trouver au Japon, hein, qui sont faits sur l'œuvre d'Alexandre Dumas et non pas sur des faits historiques français. Voilà. Donc du subtil, du très très fin. J'espère que je trouverai des élèves dans le stage qui pourront avoir cette capacité. C'est clair, dans le stage de 5 jours, au bout de 5 jours, on ne travaille plus avec la force. Au bout de 5 jours, on ne joue pas les bourrins, on ne joue pas les sportifs, on joue la subtilité. Alors je continue toujours dans ce côté-là, hein. Je suis sportif, c'est mon métier, mais j'enseigne aussi les arts martiaux et je sais faire la différence de tout ça. Hein. Et c'est clair que les métiers de la forme et les arts martiaux n'ont absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Et voilà, donc je vous montrerai tout ça, voilà, j'essaierai d'expliquer tout ça, c'est pas évident, on est dans la subtilité. Rien n'empêche la personne de soulever des poids toute la journée s'il veut, s'il est capable justement d'aller dans la subtilité, le no-touch, vraiment à peine touché, jouer sur le déséquilibre, sur l'intention de l'adversaire, voilà. S'il est capable de faire ça, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'haltères, de courses, de cardio et tout ça. Non, pas du tout. C'est très bon pour la santé, pour le capital osseux, musculaire, pour éviter la sarcopénie ou l'ostéopénie. De toute façon, c'est clair, il faut avoir une activité physique régulière, une bonne diététique, et c'est encore mieux si on peut jouer sur les petits détails. Alors, les petits détails, comme disait Hatsumi Sensei, c'est la différence entre la vie et la mort. Et il dit la différence entre la vie et la mort, c'est l'épaisseur de la peau. C'est-à-dire, vous pouvez donner des coups de poing sur quelqu'un, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui est mort, un coup de poing, un coup de poing, un coup de poing, un coup de poing. Sur un ring, quand les gens meurent, c'est d'overdose. Hein. C'est jamais de combat, pratiquement. C'est souvent par le traitement qu'ils ont eu pendant des années ou des mois avant de faire le combat. Ils sont tellement acidifiés, on va dire, à l'intérieur et bourrés de coke, que ça explose dans la tête, quoi, je veux dire. Où ils ont Alzheimer, où ils font une rupture d'anévrisme, où ils ont un arrêt cardiaque à cause du clenbuterol dont je parlais. Ce qui va être tout beau, 0% de matière grasse sous leur tatouage pour que ça soit joli, et puis ils meurent comme ça, quoi. Déjà, le corps entièrement tatoué, c'est déjà une sacrée inflammation constante qu'on va garder 24 heures sur 24 toute sa vie. Donc le corps, il va essayer de rejeter constamment, ça fait des micro-inflammations, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc tout ça, ça acidifie le sang, tout ça, ça crée une acidification supplémentaire à celle de l'entraînement, du surentraînement, de la préparation à la compétition, du stress, tout ça, ce sont des facteurs aggravants de l'acidité.
Liquidité, acidité, inflammation, acidité, inflammation, acidité, inflammation, tendinite, soif intense, impossibilité d'arrêter l'entraînement. Voilà. Donc oui, un bon entraînement normal, c'est bien. Mais la différence entre, je veux dire, un art martial et un sport de combat, c'est la différence entre la vie et la mort. Quelqu'un vous saute dessus, vous mettez le pouce dans l'œil, vous lui arrachez une oreille. Ça n'a absolument rien à voir avec un combat. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est la survie. Et la règle, c'est la survie, mais avec le minimum d'énergie. On reparlera de tout ça. Ben, je vous souhaite une bonne journée et ben, nous, on est aux anges, là. On est vraiment au paradis du paradis. Et voilà. À bientôt.